Cette semaine, dans The Thinking Muslim, nous avons une interview fascinante avec Mohamed Al-Mukhtar Al-Shinkiti, professeur de relations internationales à l'Université du Qatar. Il soutient qu'à mesure que l'Occident décline, l'Orient s'élève et que le monde musulman, malgré tous ses défis, peut se retrouver au centre des événements. Je sais que c'est ce que souhaite la Chine, c'est ce que souhaite Poutine. Nous sommes arrivés à un moment de l'histoire mondiale où il n'y a plus de retour en arrière. La Russie est comme un ouragan, et la Chine est comme un signal d'alarme mondial. Mais quand je vois ce que Trump fait au Venezuela, l'influence étrangère reste très forte. Les Américains doivent accepter qu'ils font partie du passé. Ils appartiennent à l'histoire. C'est ce que j'appelle l'essor de l'Orient et le déclin de l'Occident. Pensez-vous que ce soit la raison pour laquelle Israël est si important pour l'Amérique? Pensez-vous que Trump ait renoncé à cela? Il est fort probable que Donald Trump le soit également. Docteur Mohamed Mukhtar Al-Shinkiti, assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue aux musulmans pensants. Wa alaikum salam wa rahmatullah, merci de m'avoir reçu. Jazakallah khair. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de cette conversation d'aujourd'hui, car c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ainsi qu'à beaucoup de mes téléspectateurs concernant la réflexion sur le musulman. Parce que, bien sûr, souvent, quand nous pensons au monde, nous oublions le contexte dans lequel nous vivons, et donc nous travaillons chacun dans notre coin. Nous faisons de la dawa, nous étudions le Coran, nous faisons des affaires, nous faisons du commerce. Mais en tant que communauté musulmane, nous oublions parfois la géopolitique qui nous entoure. Et très souvent, je pense que notre travail ne s'inscrit pas dans un contexte plus large, un contexte politique plus vaste. Et je sais qu'en dehors des caméras, nous avons parlé de l'importance pour les musulmans, lorsqu'ils s'instruisent sur l'islam et sur le monde, d'avoir une connaissance approfondie du monde qui nous entoure. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous avons vraiment un expert, je pense, sur ce sujet de la géopolitique, pour essayer de nous donner ces détails dont nous avons vraiment besoin afin d'être confiants sur la manière dont nous devrions avancer, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochaines décennies. Parce que je pense qu'on peut dire que les prochaines décennies vont être assez tumultueuses, assez catastrophiques d'une certaine manière. Et il y a beaucoup d'eaux agitées devant nous et il va falloir naviguer à travers tout ça, donc on espère que vous pourrez nous aider à naviguer. Pourvu que ce ne soit pas catastrophique. Pas catastrophique, peut-être pas. Eh bien, commençons en fait par un discours fondamental qui a été prononcé il y a presque, je crois que j'ai raison de dire, dans les livres d'histoire. Ce discours restera probablement comme le moment où une grande partie de l'Occident a pris conscience de ce qui se passe réellement dans le monde. Et c'est le discours de Mark Carney qui, à l'heure où l'on parle, a été prononcé la semaine dernière à Davos. Et c'est au Forum économique mondial où les grands noms de l'économie ainsi que du monde politique se réunissent pour discuter. Et Mark Carney a prononcé ce discours dans lequel il a déclaré que nous ne vivons pas simplement une transition, mais en réalité une rupture. Est-ce ainsi que vous percevez le monde aujourd'hui? Eh bien, j'y repenserai. J'ai la nette impression que son discours est le témoignage flagrant d'une forme de fracture profonde, au moins au sein du bloc atlantique. C'est donc la raison pour laquelle le bloc atlantique est un bloc très important dans le monde, que nous connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était un élément très important de cette équation, l'équation globale. L'atlantisme, en tant qu'idéologie politique et en tant qu'unité stratégique fondamentale, semble aujourd'hui, au sein de la scène géopolitique mondiale, connaître une période de doute ainsi que de profondes divisions internes. S'agit-il d'un phénomène temporaire ou de quelque chose de plus profond? Je ne sais pas encore. Je sais que c'est ce que souhaite la Chine, c'est ce que souhaite Poutine, ce genre de division, les deux rives de l'Atlantique. Probablement que Trump leur offre ce qu'ils espèrent depuis longtemps. Mais combien de temps cela va-t-il durer? Et quelles en seront les conséquences pour le... Je pense qu'il est trop tôt. Pour le dire. Pensez-vous que Trump a renoncé à cet ordre établi par les Américains après la Seconde Guerre mondiale? A-t-il complètement rompu avec cet ordre? Je pense. Oui, c'est mon impression. Je crois que Trump fait revivre, si l'on peut dire, la doctrine Monroe, d'une certaine manière.
Vous savez, le président Monroe, le 5e président des États-Unis, quand il a décidé de repousser toutes les puissances européennes hors de l'hémisphère occidental. Quand je vois ce que Trump fait au Venezuela et que l'on relit sa rhétorique sur le Canada, sur le Groenland, tout cela ensemble, et l'America First, on a l'impression que la doctrine Monroe du 19e siècle revient. Ce qui signifie que les États-Unis se retirent progressivement de la scène mondiale. Peut-être qu'ils ne le disent pas explicitement, mais je pense que c'est ce que Trump essaye de faire. Et je pense qu'il a une base sociale pour cela. Au sein de la base sociale du Parti républicain, de la droite américaine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que l'Amérique, juste pour éviter ce casse-tête. C'est une vieille doctrine au sein de la culture politique américaine. Les personnes qui croient en cela partent du principe que nous vivons dans un pays bien protégé entre deux océans à l'est et à l'ouest. Et nous avons ces gentils voisins faibles au sud et voilà. Donc, pourquoi devrait-on se soucier de ce qui se passe en Europe ou au Moyen-Orient ou en Asie, etc. Je pense que ce genre de discours gagne du terrain aujourd'hui aux États-Unis. Docteur Schonket, pensez-vous que l'ordre d'Acraïe, l'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale, était-il en réalité un ordre fondé sur une folie, sur une erreur? Cela me rappelle la critique de John Mearsheimer, le professeur Mearsheimer, qui soutient qu'il est en réalité impossible d'être un hégémone mondial. Et pourtant, l'Amérique a essayé de l'être. D'une certaine manière, cet excès, ce surmenage, c'est ce à quoi l'Amérique essaye de faire face aujourd'hui. Je veux dire, est-ce une idée à laquelle vous adhérez? Que c'était une erreur d'avoir voulu trop en faire, en pensant pouvoir être toute puissante sur tous les continents de la planète? Peut-être que c'est vrai. Ce que M. Sherman lui-même a appelé le moment d'unipolarité, je pense que ce n'est pas normal. Même dans la foi islamique, nous croyons qu'Allah a créé cet univers dans l'équilibre, et l'équilibre est important en toute chose. C'est vrai. C'est pas normal qu'une seule puissance mondiale domine tout. Si cela s'est produit pendant une courte période, peut-être 30 ans, c'est acceptable. Depuis la fin de l'Union soviétique jusqu'à, disons, l'invasion de l'Irak. Mais ce ne sont pas des circonstances normales. Et je pense que les choses reviennent simplement à la normale. La multipolarité devrait être la situation normale. Et je pense aussi que cela apportera plus de paix. Plus il y a d'équilibre, mieux c'est. Parce que ce moment d'unipolarité était très dangereux pour le monde. Et je pense aussi que les gens du monde islamique ont payé un prix très lourd à ce moment-là, que ce soit avec l'invasion de l'Irak ou de l'Afghanistan, ou ce qui se passe en Palestine et dans beaucoup d'autres endroits. D'accord, très bien. Qu'est-il donc advenu du moment de Francis Fukuyama? Quand il a dit, je crois que c'était en 1989, quand le mur de Berlin est tombé, il a dit « Nous avons atteint un point dans l'histoire du monde où il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous sommes maintenant à la fin de l'histoire. Et à l'avenir, les débats entre les pays seront mineurs, parce que tout le monde a adopté et adoptera la démocratie et le capitalisme de marché libre. Ce monde-là ne semble pas être celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, et il est certain que nous ne pouvons pas imaginer ce monde dans les 10 ou 20 prochaines années. Qu'est-il advenu du rêve de Fukuyama? Le rêve de Fukuyama n'était pas cohérent. En tenant compte de cela, il affirmait une base. Son rêve reposait sur la philosophie de l'histoire de Hegel. Hegel, ouais. Et je pense pas qu'il ait compris Hegel, ou alors il ne voulait pas comprendre. Parce que Hegel lui-même croyait en fait que la vie repose sur le conflit. Et selon sa terminologie, ce sont les esclaves qui font avancer l'histoire, pas les maîtres. Mais l'histoire, fondamentalement, c'est un conflit entre esclaves et maîtres. Ou entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, si on parle dans un autre langage. Je pense qu'il était trop optimiste. Et tu sais, à ce moment de la fin de l'Union soviétique, on retrouve ce genre de pensée. Ça ressemble juste à un vœu pieux, je trouve.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas... Son rêve repose sur une sorte d'autosatisfaction généralisée. Et en réalité, la majorité des êtres humains ne sont pas satisfaits de leur position. La majorité des nations ne sont pas satisfaites de leur place dans le système mondial. Et je pense que c'était juste un vœu pieux. Récemment, j'ai rencontré un spectateur puis m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Le Thinking Muslim ne l'a pas seulement informé, cela a fondamentalement changé sa façon de voir le monde. Et ce n'était pas un cas isolé. Un responsable du convoi mondial Soumoud a expliqué qu'un de nos épisodes l'avait fait passer du simple spectateur à l'action concrète. Un jeune homme du Soudan a partagé qu'il avait appris l'anglais en écoutant l'émission et qu'il est maintenant inspiré à servir l'Umma. Des madrasas ont intégré le podcast dans leur programme universitaire. Dès le premier jour, The Thinking Muslim n'a jamais eu vocation à être juste un podcast de plus. Il a été fondé sur la conviction simple que notre Ummah mérite des médias ancrés dans la foi, la justice et le sérieux intellectuel. Des médias qui renforcent l'iman tout en affrontant le monde avec honnêteté et courage. Nous doublons désormais notre contenu dans plusieurs langues. Nous avons lancé de nouvelles collaborations, dont un programme avec l'imam Tom Fekini et une émission axée sur la jeunesse pour la prochaine génération. Et en emmenant The Thinking Muslim sur la route, j'ai pu constater de mes propres yeux la soif de notre Ummah pour de la substance, de la profondeur et un leadership fondé sur des principes. Ce qui arrive ensuite est encore plus ambitieux. Une émission d'histoire racontée avec du sens pour aujourd'hui. Une série sur des figures transformatrices, une sira politique et du contenu spécialement conçu pour les enfants. La vision seule ne suffit pas. Pour construire des studios, former des présentateurs et créer des médias professionnels capables de rivaliser avec les meilleurs, nous avons besoin d'un soutien durable de la part de ceux qui croient que ce travail a de l'importance. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Devenez membre sur thinkingmuslim.com/membership et aidez-nous à construire ce que notre communauté mérite vraiment. Donald Trump a dit quelque chose de très profond dans l'un de ses discours où il a déclaré Ce n'est pas votre... « Ce n'est pas normal ». Il a dit que nous permettons à la Chine de s'élever. Nous avons donné à la Chine l'accès à l'Organisation mondiale du commerce, ce qui lui a permis de bénéficier d'un commerce préférentiel avec le reste du monde. Nous avons donné à la Chine. Nous voulions que la Chine se libéralise économiquement. Et en se libéralisant économiquement, la Chine deviendrait comme nous et aspirerait à nous ressembler, mais vivrait au sein de notre hiérarchie mondiale. Donald Trump était-il vraiment très profond à ce moment-là ? Eh bien, je pense que ce dont il n'a pas parlé est plus important, à savoir quelle était la motivation lorsqu'ils ont permis, par exemple, à la Chine de rejoindre ces institutions. Ouais. Parce qu'ils pensaient qu'avec la prospérité économique, le système politique chinois ne tiendrait pas, ne resterait pas tel qu'il est. Et la Chine, en fait, est vraiment phénoménale. Je veux dire, je me souviens même que Fukuyama, dans son grand livre sur les fondements de la pensée politique, quelque chose comme ça, je l'ai lu dans la traduction arabe. À la fin du livre, il disait « Oh, malgré tout notre optimisme à propos de la démocratie, la Chine reste un vrai défi. Parce que c'est une dictature politique, mais elle est très efficace, très performante. Économiquement, et nous n'avons jamais prédit quelque chose comme ça. Donc, je pense, oui, que la motivation derrière la tentative d'inclure la Chine était d'influencer le système politique chinois, ce qui n'a pas eu lieu. Et je pense que les Chinois sont intelligents. Ils ont été plus malins que les Américains et les Occidentaux en général. Oui. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Mais lorsque Kissinger et Nixon ont aussi essayé de jouer la Chine contre l'Union soviétique, je crois que la Chine en a tiré plus de bénéfices que les Américains eux-mêmes. Et je m'intéresse un peu à la pensée stratégique chinoise. D'ailleurs, je suis en train de traduire le livre de Sun Tzu en arabe en ce moment. Et j'ai écrit un article à son sujet. Et j'ai le sentiment qu'ils sont très profonds dans leurs réflexions stratégiques. Et ils peuvent créer un terrain d'entente avec les autres, mais ils arrivent toujours à être plus malins que les autres, surtout les Américains. Ils l'ont fait dans les années 60 et ils le font encore aujourd'hui.
Vraiment? Donc vous pensez que la Chine réfléchit stratégiquement de façon bien plus profonde et à plus long terme que les Américains? Parce que les Américains sont en quelque sorte freinés par leur cycle électoral, par le dirigeant qu'ils élisent. Et certains de leurs dirigeants peuvent être assez caricaturaux dans leur personnalité et leurs compétences. Par exemple, est-ce que Donald Trump a aujourd'hui une stratégie en matière de géopolitique? C'est ça? C'est ça que t'es? Que suggérez-vous? Que le système chinois est plus profond et plus étendu? Je pense que la sagesse politique chinoise plus profonde Vraiment? dans leurs réflexions stratégiques. Oui, et même un des théoriciens américains en parle d'une manière amusante. Il a dit, la Russie est comme un ouragan et la Chine comme un réchauffement climatique. Réchauffement climatique? Oui, c'est lent. Oui. La Russie est violente, superficielle. Quoi que fassent les Russes, cela n'a pas d'impact et n'en aura pas sur le système mondial. Les Chinois travaillent en silence. Lentement, mais ils sont en train de changer le monde entier. C'est pour ça, il a dit, la Russie est comme un ouragan, la Chine est comme le réchauffement climatique. Oui. Et je pense qu'il a raison. Les Chinois sont très passants. Je pense pas qu'il existe une autre nation qui ait un tel niveau de patience stratégique que les Chinois. Ce ramadan, alors que les familles se réunissent pour rompre le jeûne, des millions de personnes n'auront pas assez de nourriture à mettre sur la table. La hausse des prix des denrées alimentaires, les déplacements et la pauvreté ont transformé un mois béni en une lutte quotidienne, surtout pour les enfants et les mères vulnérables. C'est pourquoi nos colis alimentaires de Ramadan vont au-delà du simple soulagement de la faim. Chaque colis comprend des denrées alimentaires essentielles comme de la farine, de l'huile, du riz, des conserves et bien plus encore, ainsi que des vitamines et des compléments pour soutenir des grossesses sans danger et un avenir en bonne santé. Chaque colis apporte réconfort, attention et espoir. Une compassion que vous pouvez ressentir à chaque repas. C'est de la compassion à tous les niveaux. Le repas du jour. Protection pour demain. Offrez ce ramadan. Ouvrez vos cœurs. Partagez vos bénédictions. Transformez votre compassion en espoir. Rendez-vous sur btml.us/Thinking Muslim pour en savoir plus et faire un don. Donc, dans cette explication, alors parce que, bien sûr, quand des gens comme Mearsheimer parlent des défis pour l'Occident, ils mettent généralement la Russie et la Chine dans le même panier. Mais il me semble que la Russie, à certains égards, est en réalité assez superficielle comme adversaire. Et c'est vraiment la Chine qui pose problème. Alors est-ce que vous adhérez à... Je me souviens qu'il y avait un livre qui circulait à Washington il y a quelques années de Graham Allison. Le piège de Thucydide. L'Amérique et la Chine sont-elles vouées à la guerre? Je veux dire, pensez-vous que la guerre est inévitable entre ces deux grandes puissances? Non, je ne pense pas. Je pense que Mearsheimer comprend très bien la Chine. Donc la métaphore qu'il utilise me semble trop dramatique quand il parle de la tempête qui gronde du côté chinois. Non, cela s'applique probablement plus à la Russie qu'à la Chine. La Chine, ce n'est pas une tempête. C'est une guerre mondiale, comme l'a dit un autre Américain. Ouais. L'ascension de la Chine, il y a plusieurs interprétations de cette montée en puissance et de ses implications dans les relations avec les États-Unis. Il y a ceux qui pensent que la guerre est inévitable, comme Ellison et son livre que vous... Comme vous l'avez mentionné. Et il y a des gens qui disent simplement à l'Occident, vous devez accepter l'inévitable. Ouais. La Chine est aujourd'hui le leader du monde et il vaudrait mieux que vous vous adaptiez à cela. Et plusieurs livres de Mahboubani vont dans ce sens. C'est son principal argument. Dans plusieurs ouvrages, il a écrit sur l'ascension de la Chine. Et il y a des personnes qui espèrent ou essaient de théoriser une sorte de terrain d'entente. Comme Kevin Rudd, l'ancien Premier ministre australien, dans son livre The Avoidable War. Il pensait, oui, que la guerre entre les deux est évitable. Ils peuvent trouver un terrain d'entente. Et je pense qu'il reflète aussi l'inquiétude australienne. Parce que l'Australie, culturellement, appartient à l'Occident. Géographiquement, elle appartient à l'Asie. Donc, elle se retrouve prise dans ce feu croisé entre les États-Unis et la Chine. Il y a plusieurs interprétations. Du côté chinois, je trouve deux courants de pensée dans les écrits à ce sujet.
Certains sont explicites. Nous sommes les nouveaux leaders du monde. Les Américains doivent l'accepter. Et l'un d'eux a même écrit un livre, Le rêve chinois. C'est comme s'ils utilisaient la même terminologie que les États-Unis. Ouais. Et il le dit explicitement, les Américains doivent simplement l'accepter. Ils font partie du passé. Ils sont de l'histoire ancienne. Hein. Ouais, d'autres Chinois sont plus diplomates. Hein. Et ils essayent de dire, non, en réalité, l'ascension de la Chine n'est une menace pour personne. Ben, peut-être pouvons-nous créer un meilleur équilibre dans l'ordre mondial. Mais cela ne veut pas dire que cela affectera l'importance des États-Unis, de l'Europe ou d'autres. Donc, ils s'expriment sur ce ton diplomatique. Mais ça n'a pas toujours été très diplomatique. Hein. Je veux dire, Xi Jinping a pris le pouvoir en 2012 et pendant un certain temps, la diplomatie chinoise est passée par une phase assez affirmée. Je crois qu'ils ont appelé ça la diplomatie du guerrier loup, d'après un film célèbre qui dépeint la Chine à une époque future, qui dominait le monde. Et je me souviens même que les ambassades chinoises envoyaient des tweets très fermes, avec des formulations très dures, qui les faisaient presque ressembler aux Russes d'une certaine manière. Y a-t-il une tentation en Chine de constater et d'observer leur puissance actuelle et de s'exprimer différemment? En d'autres termes, est-ce qu'on s'éloigne de cette ère du cacher sa force et attendre son heure que nous avons connu ces 3-4 dernières décennies? Un certain nombre d'experts renommés en Chine sont peut-être d'avis que Xi Jinping est fondamentalement différent des leaders qui l'ont précédé par le passé. Comme Deng Xiaoping. Oui, exactement. Deng Xiaoping, par exemple, était très discret, et ce qu'il a fait, on peut l'appeler une révolution silencieuse. Mais Xi ne se tait plus. Du moins sous certains aspects, dans un certain discours interne. Mais je crois toujours que les Chinois sont calmes. Ils investissent dans les erreurs et les bévues des États-Unis. Un ami à moi m'a dit qu'il avait rencontré l'un des dirigeants du Parti communiste il y a quelques années. Et il lui a demandé « Tu sais qui est l'homme qui a le plus servi la Chine ?» Il a répondu non. Il a dit que c'était Oussama Ben Laden parce qu'il a occupé les États-Unis pendant 10 ans. Ouais. Donc je pense que les Chinois investissent dans les erreurs américaines et ils pensent que le temps joue en leur faveur. Ils restent donc discrets, mais je pense qu'ils sont malins. Oui, je me souviens en 2016, pendant les débats entre Hillary Clinton et Donald Trump. Encore une fois, Donald Trump a dit quelque chose de très profond, je dois le dire. Je veux dire, ce n'est pas vraiment son genre d'habitude, mais il a dit... Vous savez, on s'est engagé dans ces guerres inutiles au Moyen-Orient. On a dépensé 3000 milliards de dollars dans ces guerres. On aurait pu reconstruire notre pays 3 fois avec cette somme d'argent, comme la Chine l'a fait. Et ça rejoint vraiment ce que vous venez de dire. Mais vous savez, ces conflits que les néoconservateurs ont encouragés ont vraiment gaspillé le sang de l'Amérique. Et bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait. Et Trump a dit beaucoup de belles choses, mais est-ce qu'il est capable de les mettre en pratique? J'en doute. Je pense qu'il y a des influences autour de lui. Peut-être au fond de lui, il veut vraiment éviter de gaspiller l'argent et le sang des Américains. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui le poussent. Par exemple, la guerre de 12 jours avec l'Iran. Je ne crois pas que Trump ait voulu délibérément participer à cette affaire. guerre. C'est pour ça qu'il a rejoint tard. Si c'était une décision américaine, je pense que les B-2 auraient bombardé l'Iran en premier. Parce que, logiquement, d'un point de vue militaire, si tu veux attaquer l'Iran efficacement, le veto américain devrait commencer. Les bombardiers stratégiques devraient commencer. Pas attendre plusieurs jours que l'Iran et Israël se battent entre eux et que Trump arrive juste pour une nuit en disant « on détruit tout ». J'ai l'impression qu'il a été entraîné contre sa volonté à participer à ça. Peut-être que c'est aussi ce qui se passe en ce moment. Tout ce discours sur une attaque américaine contre l'Iran. Ouais. Attaque imminente contre l'Iran. Je ne crois pas que Trump veuille ça. Mais peut-être qu'il doit faire beaucoup de choses qu'il ne veut pas dans le système américain.
Oui, je veux dire, ton expertise, c'est les relations internationales, la géopolitique, mais bien sûr, tu as aussi une base islamique très solide dans cette discipline. Je suis intéressé par la façon dont nous, en tant que musulmans, voyons l'histoire. Si Fukuyama considère l'histoire comme un continuum, comme une route vers le progrès, une route linéaire vers le progrès, comment nous, en tant que musulmans, comprenons-nous le pouvoir et comprenons-nous l'avenir de notre camp? Il fut un temps où les Ottomans croyaient qu'ils seraient la puissance mondiale, jusqu'au jour du jugement. Oui, Donc il semble avoir cette philosophie à la Fukuyama. Comment devons-nous justement considérer, disons, la compréhension islamique, s'il existe une compréhension islamique, du pouvoir et d'une sorte de conflit civilisationnel? je pense que tous les empires, peut-être toutes les nations qui ont eu l'occasion de diriger une civilisation humaine ou d'avoir de grands empires, tu sais, sont contaminés. Nous sommes contaminés par ce genre de narcissisme. Et ils se disaient, oh, nous sommes les bons et nous sommes les leaders du monde. Et nous continuerons ainsi. Ce n'est pas ce que le Coran nous enseigne réellement. La vision islamique est que les êtres humains sont mis à l'épreuve par les bons et les mauvais moments, par la prospérité et les difficultés. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ qu'Allah tourne. Ah, nation. Oui, il y a bien une sorte de cycle. Et chaque nation est mise à l'épreuve par des périodes de prospérité et des périodes d'épreuve, des périodes de victoire et des périodes de défaite. Même à l'époque du prophète, je veux dire, les gens n'ont pas gagné toutes les guerres. Ils ont mieux, mais ils ont Uhud un an plus tard. Donc, ce sont des circonstances normales. Et selon moi, je pense sincèrement qu'un croyant en l'islam se doit d'être parfaitement préparé à affronter ce type de situation particulièrement complexe. Vous avez écrit un article sur la géopolitique que je conseille vraiment à nos spectateurs de lire. Je crois que la traduction anglaise est encore en cours, mais le titre est « L'essor de l'Orient et le déclin de l'Occident, un basculement des puissances mondiales et les destins du monde islamique ». Je voudrais aborder très vite la partie sur le monde islamique, mais il y a deux idées distinctes dont vous parlez dans votre article sur lesquelles j'aurais besoin de vos éclaircissements. Donc, vous expliquez que nous ne traversons pas simplement une phase géopolitique. Mais en réalité, ce que nous vivons, c'est un tournant civilisationnel. Pouvez-vous nous expliquer ça? Qu'est-ce qu'un tournant civilisationnel? Eh bien, parlons d'abord en termes géopolitiques. Je pense que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est en quelque sorte un retour de l'ancienne dichotomie. Comme les affrontements entre grandes puissances terrestres, grandes puissances maritimes, ou ce qu'ils appellent aussi les affrontements entre puissances émergentes et puissances établies. Ils appellent cela en arabe al-khawas sa'ida ou al-khawas sa'ida, ceux qui dominent et ceux qui émergent. Ainsi, l'ascension de la Chine crée aujourd'hui ce genre de circonstances. Si l'on regarde de près l'ordre mondial actuel, je pense que nous assistons à la réémergence de l'Asie en général, ou de l'Eurasie au sens large. Et ça, historiquement, fait partie de ce qu'on appelle les grandes puissances terrestres, les grands empires du passé, des empires terrestres comme les Mongols ou la Chine. Et nous assistons aussi au recul de la puissance maritime, ou des puissances maritimes. C'est ce que j'appelle l'ascension de l'Orient et le déclin de l'Occident. Et c'est une expression magnifiquement utilisée en arabe par un écrivain égyptien que j'ai reprise d'un auteur égyptien qui a vécu au début du XXe siècle, Ahmed Hassan al-Zayad. Il utilise le terme comme l'ascension de l'Orient et le déclin de l'Occident. Je pense que nous en sommes témoins aujourd'hui. La Chine est en train de s'élever lentement. L'Asie, en général, est en train de s'élever lentement. L'Occident décline lentement, pas seulement sur le plan militaire et politique. Au revoir.
Même sur le plan social, on ressent ce genre de déclin de la morale sociale, par exemple. Et cela a un impact sur tout dans notre monde aujourd'hui, bien sûr, y compris le monde islamique, qui est... Il est entre les deux puissances. Il n'appartient ni à la grande puissance terrestre, ni aux grandes puissances maritimes. Oui. Le monde islamique est entre les deux. Alors parlons un peu de ce monde islamique. Je crois que vous avez utilisé le mot, du moins la traduction, c'est zone de fracture. Vous avez dit que le monde islamique n'est ni à l'est ni à l'ouest, mais qu'il est au milieu, qu'il est intermédiaire. Et donc, par sa géographie, le monde islamique occupe une place vraiment importante. Expliquez-moi ça. Pourquoi? Parce que, bien sûr, quand on pense au monde islamique aujourd'hui, on ne le considère pas comme un acteur déterminant dans cette montée des puissances mondiales. Vous savez, on parle de l'Amérique et de la Chine, on parle de la Russie, l'Europe apparaît parfois, peut-être aussi le Japon et l'Inde. Mais le monde islamique n'est pas considéré comme une puissance instructive, comme un ensemble de puissances déterminantes, mais plutôt comme des puissances dont le destin est décidé par d'autres. Alors pourquoi suggérez-vous que le monde islamique est assez important à cause de son espace géographique? C'est très important en termes de potentiel, mais aussi en termes de localisation ou de géopolitique. Voyons d'abord, si on regarde de façon générale, je pense que nous avons aujourd'hui 4 acteurs actifs. Et nous avons 4 acteurs passifs, si on peut utiliser ce terme, sur la scène mondiale aujourd'hui. Les puissances actives sont les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Union européenne. Bien, oui. Et les 4 blocs passifs sont le monde islamique, l'Inde, l'Afrique et l'Amérique du Sud. C'est ainsi que je vois le monde aujourd'hui. Je pense qu'il y a 8 blocs et 4 d'entre eux sont des blocs très actifs. Les autres sont plus ou moins passifs. Le monde islamique fait partie de ces 4 blocs passifs aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'il doit l'être, c'est simplement à cause des circonstances historiques actuelles. D'accord, en termes de géopolitique, vous savez, chaque musulman sait que nous sommes l'Umma Wasat en termes de croyances et de valeurs, etc. Mais je pense que nous sommes aussi une Umma Wasat sur le plan géographique. Donc on peut aussi utiliser ce terme en termes de géopolitique. Par Wasat, on entend en centrale. Oui, centrale et au milieu, la voie du juste milieu. La voie du juste milieu, oui. Le monde islamique est comme un continent transcontinental. On peut dire ça. L'islam est né dans le nord, dans cette partie occidentale de l'Arabie, qui se trouve en Asie, mais très proche de l'Afrique. Aussi proche de l'Europe en même temps, ce qui veut dire qu'il est né à ce point de connexion entre les 3 continents. Ces 3 continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, forment l'immense masse du globe que les géopoliticiens appellent l'île mondiale. L'île mondiale, c'est cette énorme masse qui comprend l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Le monde islamique est né là, à ce point de connexion entre les 3. Et bien sûr, en termes d'importance stratégique, c'est extraordinaire. Par exemple, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons le détroit le plus important de la planète. Aujourd'hui, il y en a 8. 7 de ces détroits s'y trouvent à l'intérieur ou presque à l'intérieur du monde islamique. Si on les compte d'ouest en est, par exemple, en commençant par Jabal Tareb, puis les Dardanelles, le Bosphore, Suez, Bab el-Mandeb, Hormuz, Malacca. Voilà, c'est ces plats. Le seul détroit vraiment important qui ne se trouve pas dans le monde islamique, c'est Panama. Et c'est pour cela que cette région est très importante pour toutes les nations. Toutes les nations montantes, on voit qu'elles ont toujours eu les yeux rivés sur cette région, historiquement, et ont essayé d'y mettre la main. Bien sûr, en termes d'énergie, de population, de situation géographique, le monde islamique possède un potentiel extraordinaire. Malheureusement, ce potentiel est encore gaspillé aujourd'hui. Il n'est pas exploité comme il le devrait. Je vais revenir sur la question du gaspillage dans un instant, mais pensez-vous que c'est pour cela qu'Israël est si important pour l'Amérique?
Parce qu'en ayant Israël dans la région, on empêche l'émergence de toute grande puissance, de toute puissance régionale, de toute forme d'unification, car cela crée cette fracture dans la région et cherche en permanence à maintenir les autres puissances sous contrôle. Pensez-vous, d'un point de vue purement géopolitique ou géographique, qu'Israël reste important pour l'Occident à cause de ce rapport de force fondamental ? Dans ce sens négatif, oui. Israël était peut-être important de façon positive pour l'Occident dans les années 60. Disons, pendant la guerre froide. Parce que Il y avait certains régimes arabes qui étaient profondément liés à l'Union soviétique, par exemple. Donc si l'Amérique avait un pays proche d'elle, comme Israël à ce moment-là, c'était peut-être utile à ce moment précis, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'importance d'Israël aujourd'hui, c'est ce que tu as décrit, je pense. Oui, il s'agit simplement d'empêcher toute forme de puissance montante, toute forme d'unification dans cette région. oui, Et la place d'Israël est aussi très intéressante. Je vois la carte du monde islamique comme un immense oiseau, avec l'Arabie au sens large. Cela inclut l'Irak et la Grande Syrie. C'est, par exemple, le cœur. Et avec deux ailes, une aile orientale qui s'étend vers l'Asie centrale et du Sud, et une aile occidentale qui s'étend vers l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Même si tu tapes monde islamique sur Google, tu verras que ça a la forme de cet oiseau. Quand tu regardes où se trouve la Palestine sur cet oiseau, tu la trouves exactement à l'emplacement du cœur. Donc ceux qui attaquent l'islam en Palestine, en réalité, ils attaquent l'islam en plein cœur. Ils l'ont pas attaqué. Tu sais, cette aile gauche ou droite ou quelque chose à la périphérie. Oui, tu sais, ils ont attaqué en plein cœur. Et c'est ça le danger. C'est le danger auquel nous faisons face. Mais je pense que le conflit en Palestine n'a jamais été un conflit local ou localisé. Ça a toujours été global. Ce n'est pas ça non plus, ce n'est pas nouveau. Oui, tu sais, j'ai écrit ma thèse de doctorat, en fait, sur les croisades. vraiment? Et les croisades étaient un conflit mondial. Toute l'Europe occidentale, tout le christianisme occidental s'est mobilisé pour attaquer, dans le but de chasser les musulmans de Palestine. C'est la même chose quand les Britanniques sont arrivés dans la région, avant que le général Allenby n'envahisse Jérusalem. Avant cela, pendant 33 ans, ils ont occupé le Caire, et quelques années auparavant, ils avaient occupé Bassora, venant d'Inde. Et puis, 2 ans avant d'occuper la Palestine, ils ont essayé d'occuper Istanbul lors de la fameuse bataille de Gallipoli. Donc, si tu regardes Jérusalem, tu la trouveras au cœur de ce triangle. T'as le Caire, Bagdad et Istanbul. Donc, tu ne peux pas contrôler la Palestine sans contrôler toute la région. Et c'est ce qui fait du conflit en Palestine ce qu'il est. C'est toujours un conflit mondial. Tu as mentionné plus tôt que, contrairement à ces 4 puissances actives, le monde islamique est une puissance passive. Et donc, c'est une région sur laquelle les grandes puissances mondiales mènent leurs activités malveillantes, ou du moins leurs activités, plutôt que d'imposer leur propre agenda. Et elle est capable d'opérer stratégiquement dans ce genre d'espace, dans cet espace de transition, ou dans ce monde fracturé. Pourquoi avons-nous gaspillé nos efforts? Je sais que c'est une question à $1 million d'une certaine manière, mais pourquoi en est-il ainsi? À ce moment précis, le monde arabe, le musulman, a échoué à saisir l'opportunité de cette rupture. Chercher à se réunifier durablement, travailler à construire de nouvelles dynamiques d'intégration, s'efforcer d'établir une véritable parité économique entre les différents États membres et parvenir à créer de puissantes unions économiques et militaires comme l'OTAN. Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre ce niveau d'unification? Oui, c'est vraiment une question difficile. Eh bien, je pense. Manque de vision, absence d'engagement moral, égoïsme politique, ignorance, beaucoup de facteurs, malheureusement. Et il y a aussi des causes structurelles, comme le manque de démocratie et de véritables institutions qui reflètent la volonté du peuple.
Tout ça ajouté à l'héritage du colonialisme qui reste profondément ancré dans cette région. Maintenant, en tant que professeur, Alfie Schleim, dans l'un de ses livres qui m'a été donné à lire il y a longtemps, quand j'étais étudiant à Texas Tech University, c'est un livre sur l'histoire du Moyen-Orient. Il a dit, vous savez, le malheur de cette région, c'est que le Moyen-Orient n'a jamais eu la chance, à l'époque moderne, de se développer selon ses propres lois naturelles. Donc cette région ne se développe pas selon ses propres lois naturelles. La main étrangère reste très lourde. Mais je pense qu'au final, c'est notre responsabilité. Oui. Le pire, c'est la dictature. D'un côté, les dictateurs agissent d'une certaine manière, tandis que de l'autre, le peuple se comporte de façon totalement différente. Et tant que nous ne parviendrons pas à guérir cette véritable maladie structurelle et profonde, je ne pense malheureusement pas que quoi que ce soit de réellement positif puisse un jour en résulter. Peut-être, je veux dire, à cause de l'atrocité que nous avons vue à Gaza, à cause de cela, Israël, maintenant on voit Israël bombarder 4 ou 5 pays en une seule journée par exemple. Ce genre de comportement, espérons-le, va réveiller les gens, va en éveiller certains. Je le constate depuis le mois dernier. On observe une sorte de rapprochement un peu entre certains pays de la région. Par exemple, entre l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Égypte, le Pakistan. Le Qatar aussi, je veux dire, j'ai l'impression, en tout cas, un certain sentiment de cela. Il y a un danger imminent, tout le monde est visé, tout le monde est en danger. J'espère que c'est le début. Mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire, hein. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que la multipolarité est une opportunité. C'est une chose positive pour le monde. Parce que, bien sûr, on a alors plus ce pôle unique qui concentre le pouvoir et qui peut imposer sa propre justice. Surtout dans le monde musulman, comme on l'a vu en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Mais bien sûr, la multipolarité comporte aussi ses dangers. Dans un monde d'avant la bipolarité de la guerre froide, vous savez, un monde multipolaire a mené aux 2 guerres mondiales. Un monde multipolaire a aussi conduit à ce que des États, vous savez, des puissances moyennes, ne puissent pas manœuvrer dans cet espace. Quels sont les dangers de la multipolarité auxquels nous, en tant que monde musulman, devons réfléchir? Parlons d'abord des avantages de la multipolarité. Parce que je le regarde d'un point de vue historique, vous savez, au milieu du XXe siècle, de nombreux pays ont profité de la rupture entre l'Union soviétique et l'Occident. Le mouvement de libération, tous les mouvements de libération à travers le monde en ont bénéficié. Je veux dire, l'exemple le plus évident dans le monde arabe, c'est la révolution algérienne, par exemple. Elle a été soutenue par l'Union soviétique, par Mao Zedong, par Ho Chi Minh, par Tito et par tous les communistes du monde entier. Et ils ne le faisaient pas pour les Algériens, mais parce que cela faisait partie de leur stratégie d'aider quiconque pouvait gêner. La puissance occidentale. Oui, je pense que si nous sommes assez intelligents pour tirer parti de la nouvelle multipolarité, cela peut être bénéfique. Bien sûr, il y a aussi un risque, car d'autres essaieront de mener leur guerre sur notre sol, par exemple. Cela s'est aussi produit entre l'Occident et l'Union soviétique. Par exemple, il y a eu de nombreuses guerres. Les Américains n'ont jamais combattu les Russes en face à face. Pendant les 40 années de la guerre froide, mais ils les combattaient par l'intermédiaire d'autres. Et ce type de guerre est aussi risqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, les musulmans peuvent profiter de la montée en puissance de la Chine, au moins tactiquement, pour pousser un peu afin de se débarrasser de la Chine. L'infiltration stratégique occidentale, pour moi, c'est la chose la plus dangereuse parce qu'elle est très profonde. Elle est là depuis des siècles. Depuis que Vasco de Gama est arrivé dans l'océan Indien il y a 500 ans, cette infiltration stratégique occidentale de la région, rien ne peut être accompli avec ce genre d'infiltration stratégique.
La Chine, au moins, comme la Chine au milieu du XXe siècle, quand elle a aidé certains mouvements de libération, je pense qu'ils peuvent le faire. On peut trouver une sorte de terrain d'entente avec eux. Oui, ce n'est pas toujours facile, bien sûr, mais je pense que si c'est bien fait, cela peut être très bénéfique. Donc, dans votre article, vous parlez de la façon dont la Chine peut offrir au monde musulman une certaine marge de manœuvre, une certaine capacité à... Mais bien sûr, il y a une inquiétude concernant la Chine et, par exemple, son traitement des musulmans à l'intérieur de ses frontières. Vous savez, les Ouïghours. Il y a ce sentiment que, même si, à ce stade, la Chine essaie de se rapprocher de l'Arabie Saoudite ou de l'Afghanistan, lorsque la Chine deviendra une puissance suffisamment forte, elle appliquerait ce même sentiment anti-islamique qu'elle applique à ses propres citoyens lorsqu'il s'agit du monde islamique. En d'autres termes, la Chine agirait de manière similaire à, disons, la façon dont les Américains ont agi ces 20 dernières années dans le monde musulman. Eh bien, je pense qu'en stratégie, on ne se soucie pas tant des intentions, mais plutôt des actions ou des intérêts de l'autre partie. Je pense que la Chine n'a pas d'histoire coloniale comme l'Occident en a une. D'ailleurs, ils n'ont même pas l'expertise coloniale. Oui, c'est ça. Je veux dire, contrairement par exemple aux Occidentaux, que ce soit les Français en Afrique du Nord ou les Britanniques en Asie, par exemple au Moyen-Orient, la Chine est en quelque sorte une civilisation repliée sur elle-même. Ils sont toujours sentis autosuffisants. Ils estiment ne pas avoir besoin des autres. Ils n'ont même pas de message à transmettre aux autres. Je veux dire, ils ne font pas grand-chose pour diffuser leur langue, par exemple. Tout à fait. Créer ces instituts Confucius, c'est sans importance. Tu sais, regarde aujourd'hui combien de personnes parlent anglais ici dans cette rue, et ceux qui parlent chinois, bien sûr. Il y a une grande différence. Donc, c'est l'une des faiblesses de la Chine. Elle n'a pas d'attrait culturel. Leur soft power est quasiment inexistant. Et c'est une bonne chose. Ce qui est plus important pour moi, c'est qu'ils n'ont pas cette infiltration stratégique que possèdent les Occidentaux. Les Occidentaux, à cause de cette infiltration stratégique, jouent avec l'équilibre interne de notre pays. Veut dire, en contrôlant quelques officiers militaires, ils peuvent changer le système politique de ce pays, et ils peuvent soutenir un coup d'État dans ce pays, etc. Donc, si le problème vient de la Chine, si tu as un problème avec la Chine, au moins tu as un problème avec un étranger. Mais avec l'Occident, tu as un problème avec quelqu'un de l'intérieur. Il vous combat avec vos propres moyens, en utilisant votre propre peuple, en vous combattant sur votre propre terre. Je ne dis pas que la Chine manque d'ambition. Bien sûr, ils ont de l'ambition. Et j'avais l'habitude, lorsque je donnais à mes étudiants des cours sur les affaires mondiales et internationales, de leur demander de regarder un film chinois intitulé « Opération Mer Rouge ». C'est un film chinois produit par l'armée chinoise. Ils y ont dépensé beaucoup d'argent, environ 77 millions de dollars. Et tout tourne autour de ça. C'est comme, vous savez, les films hollywoodiens qui glorifient les marines américains. Sauf que cette fois, ce sont les marines chinois. Et c'est très important, vous savez, quand je le propose aux étudiants, je leur dis « Bon, regardons ce film. Voyons quel genre de message on essaye de transmettre au public chinois, aux gens de notre région et aux concurrents. Aux puissances mondiales comme les États-Unis, par exemple. Essayons d'identifier ces 3 messages dans le film. Les Chinois ont des ambitions, et je pense qu'ils ont, d'une certaine manière, contenu l'islam asiatique, on peut dire, d'une certaine façon. Je veux dire, la Chine entretient une relation stratégique avec le Pakistan. Ils investissent massivement dans les infrastructures en Asie centrale. Ce sont eux, par exemple, qui sont en train de reconstruire l'Afghanistan aujourd'hui. Ils ont un traité de partenariat stratégique avec l'Iran. Bien sûr, ils disposent d'un port en eau profonde à Gwadar, au Pakistan, et d'une base militaire à Djibouti, etc. Vous voyez, ils ont leurs propres ambitions, mais je pense que leur façon de faire des affaires est beaucoup plus simple à court terme. Je ne sais pas ce qu'il adviendra à l'avenir, bien sûr. Que le problème chronique que nous avons avec les puissances occidentales.
Ouais. Donc, les musulmans en Chine, c'est un très bon point, bien sûr. Vous savez, c'est tragique, sans aucun doute, ce qui se passe avec les musulmans en Chine. Mais je pense qu'il faut aussi donner à chaque pays musulman ou à chaque nation musulmane le droit de défendre ses propres intérêts, sans les rendre responsables de ce qui arrive aux musulmans ailleurs. Je veux dire, quand les Algériens prenaient des armes auprès de l'Union soviétique occupait bien sûr de nombreux peuples musulmans en Asie centrale. Il leur imposait même le communisme et l'athéisme. Mais les Algériens ne sont pas responsables de ce qui arrive aux musulmans ouzbeks ou tadjiks ou à d'autres musulmans. Je veux dire, ils peuvent rien y faire. Donc il faut, je pense, laisser aux gens une certaine marge de manœuvre pour qu'ils puissent défendre leurs intérêts. Et en fait, je pense que plus il y aura d'intérêts communs avec la Chine, plus cela donnera aux musulmans un poids sur ce qui s'y passe. Et ils auront probablement la possibilité de défendre les musulmans en Chine ou de convaincre les Chinois, dans leur propre intérêt, de mieux traiter les musulmans afin d'entretenir de bonnes relations, par exemple, avec le monde islamique. Pourquoi, selon vous, est-il si important pour les musulmans d'étudier la géopolitique ? Parce que, bien sûr, c'est un sujet que nous n'étudions pas vraiment. Et peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup de mes spectateurs diraient « D'accord, c'est une discussion intéressante, mais c'est trop complexe pour moi. Je ne peux pas vraiment entrer dans les subtilités, les détails de la politique internationale. Ça, c'est pour des personnes spéciales ou pour des experts particuliers. » Vous soutenez que il y a vraiment une nécessité, dans le cadre de notre apprentissage en tant que Oumma musulmane, d'être bien conscient des relations internationales. Expliquez-nous ça clairement. Pourquoi est-ce si important ? Je pense que dans la culture islamique, nous sommes restés trop abstraits pendant trop longtemps. Nous parlons beaucoup de croyances abstraites, nous parlons beaucoup de principes abstraits, nous parlons d'identité, de culture, de toutes sortes d'abstractions culturelles. Sans efficacité, sans effort concret, et je pense que la raison à cela, c'est que nous ignorons aujourd'hui deux domaines de connaissances très importants, la géopolitique et la situation stratégique. C'est ça. Je veux dire, le grand penseur algérien Malik Ben Nabi a parlé de cela dans l'un de ses livres, en fait dans plusieurs de ses livres, et il appelait cela le manque de logique pratique, où il utilisait le mot français savoir-faire qui signifie le fait de savoir comment faire. Et les musulmans ont vraiment besoin de savoir-faire. Ils ont besoin d'une expertise technique au sens stratégique et politique ici. Il est indéniable que, selon moi, en développant un sens aigu de la stratégie et en menant une analyse approfondie et rigoureuse de la géopolitique actuelle, cela nous permettra de gagner énormément de temps ainsi que beaucoup d'efforts précieux. Les musulmans consentent aujourd'hui à d'énormes sacrifices, mais en fin de compte, les résultats obtenus restent malheureusement souvent bien en deçà de nos espérances. Il n'y a pas de compatibilité entre le sacrifice et les réalisations. Et quand on voit cela, cela signifie qu'il y a un problème de compréhension pratique, de sens pratique ou de sens stratégique. Donc je crois vraiment, et j'ai travaillé sur ces questions culturelles abstraites pendant de nombreuses années, sur la pensée politique islamique, sur l'histoire politique islamique, sur la philosophie de la religion, et ce genre de choses que j'ai étudiées à l'université. Mais je sens qu'il manque quelque chose sur lequel nous devons nous pencher, et je conseille aux jeunes musulmans d'y consacrer du temps et des efforts, sur la position géopolitique et stratégique. Je vais te dire, je n'y crois pas, mais ce que tu dis est de la musique à mes oreilles. Mais je dirais que beaucoup de gens suggéreraient « quel rapport cela a-t-il avec l'islam ?» Vous savez, l'islam consiste à remplir ses obligations, à apprendre le Coran, à apprendre la Sunna, à, vous savez, comprendre comment mener une vie morale. Et le paradigme consiste à essayer de se rapprocher personnellement d'Allah pour obtenir le paradis. Et ce sujet de la géopolitique, ce n'est sûrement pas un sujet religieux. C'est pas quelque chose qui nous apporterait quelque chose, Jana. Alors, pourquoi devrions-nous intégrer ça à notre apprentissage ? Comment réagiriez-vous à cela ? Oui, c'est une question très importante, en effet.
Et cela pourrait nous amener à réfléchir à cela, car mes études portaient sur l'histoire et la philosophie des religions. Il existe ce que l'on appelle des types de religiosité. Il existe plusieurs types de religiosité. Certaines personnes consacrent toute leur énergie religieuse à accomplir ou à réaliser des rituels, le shahada. C'est ce qu'on appelle la religiosité rituelle. Il existe une religiosité sociale. Certaines personnes investissent leur énergie religieuse, par exemple, dans la charité et la défense des opprimés. Et pour d'autres, leur religiosité est intellectuelle. On appelle cela la religiosité intellectuelle. Ils aiment discuter des idées sur la religion. Ils sont très habiles à défendre la foi et les idées religieuses, mais ils ne sont peut-être pas très pratiquants dans leur vie personnelle, etc. Je pense que parfois, cela a un rapport avec la personnalité humaine. Vous savez, chacun a sa personnalité. Mais il faut aussi reconnaître que l'islam est différent des autres religions. Quand je parle généralement d'islam et de laïcité, je leur dis que chaque religion a ses propres fondements. C'est sur cette base que nous devons nous appuyer pour juger notre propre comportement. Par exemple, on trouve un fondement dans les premières étapes de toute religion. Comment le bouddhisme a-t-il vu le jour en tant que religion? Bouddha était un prince. C'était un prince indien. Cela veut dire qu'il faisait de la politique. Mais quand il a commencé sa mission, il s'est enfui du palais. Et il a laissé derrière lui tout ce qui avait trait à la vie publique. Et il est allé sous ce figuier, et il s'est assis là, etc. C'est ainsi que le bouddhisme l'aimait. Il est né du retrait de Bouddha de la vie publique vers la vie privée. L'islam, c'était exactement l'inverse. Le prophète Mahomet était dans la grotte de Hira. Quand le Coran lui est parvenu, il l'a ramené vers la société. Et même lorsqu'il a essayé de se couvrir, Maulana al-Rumi a un très beau poème à ce sujet, qui dit que lorsque le prophète a tenté de se couvrir, le Coran lui dit « Non, tu ne peux pas, tu dois te lever, tu dois te découvrir, les gens ont besoin de toi. » Je me souviens d'une belle histoire, mentionnée par Iqbal dans sa construction de la pensée islamique. Voici Mohamed Iqbal. Mohamed Iqbal. C'est un homme pakistanais. Je suis bien sûr un admirateur d'Iqbal et j'ai beaucoup écrit sur lui. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et je suis allé à Lahore juste pour visiter. Je sais. Joweed Manzil, Mazari Iqbal et moi avons rencontré ses petits-enfants. Et Ce fut un voyage extraordinaire. Iqbal, dans sa reconstruction de la pensée islamique, il a cité quelques vers d'un poème écrit par un poète soufi afghan. Son nom est Abdul Quddus. Il a dit, selon Abdul Quddus, qu'a écrit dans sa poésie, que le prophète Mahomet est monté au 7e ciel. Puis il est revenu sur cœur. Par Allah, si c'était moi, je ne reviendrais jamais. Si j'y allais, je ne reviendrais jamais sur terre. Et puis Iqbal a dit, c'est la différence entre la conscience soufie et la conscience prophétique. Le soufi veut sauver le même. Il se soucie pas de ce qu'arrive aux gens sur terre. mais Le prophète doit revenir parce que les gens ont besoin de lui sur terre. Donc, pour les musulmans, il ne suffit pas de se sauver soi-même. Il ne suffit pas de se retirer de la vie publique pour aller dans la forêt, comme l'a fait Bouddha. Non, il doit sortir de sa grotte et revenir à la vie publique. Et cela fait partie de l'islam. Et quant à moi, lorsque nous lisons l'islam à travers le prisme d'autres religions, nous risquons d'être confus. Mais je pense que nous devons lire l'islam selon ses propres termes. parlez-moi de cette fascination pour Mohamed Iqbal. Très rarement, hein. C'est une longue histoire. Ah, j'ai toute la soirée. Je rencontre très rarement une personne arabe ou un universitaire qui lit Mohamed Iqbal d'aussi près. Je regarde pourquoi Mohamed Iqbal. Je ne sais pas pourquoi, je me suis juste passionné pour Iqbal il y a 25 ans, Oui, pendant longtemps. pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Mohamed Iqbal, Alam Iqbal, et pourquoi est-il si profond? Iqbal est tout simplement une personnalité fascinante.
Moi, vous savez, je l'ai d'abord connu à travers des livres, certains livres en arabe sur lui et en anglais, comme un livre de Saïd Hassan Nadoui, La gloire d'Iqbal. Il a été écrit à l'origine en arabe, oui, et un autre poète égyptien et médecin, un génie. Il s'appelle... Son livre s'intitule Iqbal al-Shair al-Seir, Iqbal, le poète révolutionnaire. L'auteur est Najib Kelani. Et je pense que le livre d'Anne-Marie Chamel, Gabriel Zwing, a commencé avec cela, et puis c'est devenu tout simplement fascinant. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai lu tous les livres d'Iqbal, bien sûr, toute sa poésie. J'ai mémorisé des centaines de vers de sa poésie en traduction arabe. Je l'ai lu en traduction française, anglaise, arabe. J'aimerais pouvoir le lire en ourdou et en persan, malheureusement. Ce n'est pas encore possible. Il m'est arrivé beaucoup de belles histoires avec Iqbal. En 1915, j'étais à une conférence à Grenade. J'ai dit à mon ami, il faut que j'aille à Cordoue. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, je veux lire le poème d'Iqbal, La mosquée de Cordoue, à l'intérieur de la mosquée. Il m'a dit, quoi? Tu vas voyager 3 heures en bus et 3 heures pour revenir, juste pour lire ce poème pendant 2 minutes? J'ai dit, bien sûr, pour moi ça en vaut la peine. Ouais. Ça en vaut la peine. Donc j'y suis allé et j'ai lu le poème à l'intérieur de la mosquée et il y avait un espagnol. Policier espagnol qui est venu vers moi. Monsieur, aucune déclaration publique n'est autorisée ici. Il me poursuivait. Et je me cassais derrière. Ouais. Derrière les touristes à l'intérieur de la mosquée jusqu'à ce que je puisse, oui, enregistrer le... Et quel était le poème? Vous vous souvenez du début? Oui, bien sûr, je l'ai mémorisé. Mais C'est une traduction en arabe. dites-nous en arabe quel était le poème. Oui, c'est ça. Elle s'appelle la mosquée de Kurtuba, mosquée de Courtouba. Kasra al-Tarifi. Mosquée de Courtouba. Ma arwa ma sana'at yaduhu lil qawmi bi sadri hikayatihi sawtun ma zala yuraddiduhu. C'est un très long poème, mais je ne veux pas le lire en arabe à votre public, il risquerait de ne pas le comprendre. Et en gros, de quoi s'agit-il? Regrette-t-il la perte de Cordoue? Qu'est-ce que le... Et ça? Oui, la perte de l'Andalousie. Iqbal fut le premier musulman à prier à l'intérieur de la mosquée de Cordoue. Courtouba après 700 ans. Je veux dire, Courtouba a été prise par les Espagnols en 1238 et il a visité la mosquée en 1931 et il a demandé, il a obtenu une autorisation spéciale. Vraiment? Le ministre de la culture espagnole de l'époque était son ami. Il était orientaliste et profondément intéressé par la culture islamique. Oh, il a écrit un livre sur l'islam et la Divine Comédie. Non, la Divine Comédie de Dante. De Dante, ouais, disant. Je comprends ce que vous voulez dire. Ça. Ferman. Le divin, oui, et l'enfer de Dante, peut-être. Oui, peut-être. Oui, c'est ça, absolument. Et j'ai même ses photos en train de prier là-bas à l'intérieur. Vraiment. Il a d'ailleurs écrit plusieurs poèmes magnifiques sur l'Andalousie, dont un très célèbre sur le grand fleuve de Courtouba, et un autre très émouvant lorsqu'il disait au revoir à la ville de Courtouba, intitulé « Adieu à Courtouba ». Et c'est d'ailleurs l'un de ses plus magnifiques et plus beaux poèmes qu'il ait jamais écrit, du moins dans la traduction arabe. Et mon ami Khouram Shafik, un chercheur pakistanais spécialiste d'Iqbal, m'a aussi dit, enfin il ne me l'a pas dit directement, mais il l'a écrit, dans l'un de ses livres, il a dit que le poème Mosquée de Courtouba est le poème le plus éloquent jamais écrit en ourdou. Dans l'histoire de cette langue, ai-je dit, nous on pensait aller faire un tour au marché pour acheter des légumes frais, mais on verra bien selon la météo annoncée finalement. Devons vous faire revenir pour parler d'Allama Iqbal, je pense, plus tard, hein. Parce que c'est... Ouais. Très loin de la géopolitique. Très loin de la géopolitique. Hein. En fait, une dernière question. Donc, avec tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, et nous avons parlé de l'importance de la géopolitique, et vous savez, personnellement, je considère l'apprentissage de la géopolitique comme faisant partie de notre devoir religieux en tant que communauté musulmane, car c'est ainsi que nous, en tant que musulmans, accumulons force et puissance en tant qu'oumma. Et vous savez, c'est peut-être notre manque de compréhension de la géopolitique qui nous a menés, du moins en partie, à notre situation très problématique et difficile dans le monde. Comment y parvenir concrètement, en dehors d'étudier la géopolitique à l'université?
Et d'ailleurs, il n'est pas garanti que quelqu'un qui étudie la géopolitique devienne forcément un praticien stratégique efficace de la géopolitique, n'est-ce pas? Il y en a tellement qui vont dans les universités de Londres et qui reviennent ensuite gouverner le monde musulman. Pas forcément très bien, je suppose. Alors comment inculquer, comment intégrer la géopolitique dans notre système de halakat, dans notre système de madrasa, dans notre... Je pense que lorsque l'on parle d'institution, bien sûr, la connaissance en elle-même ne suffit pas, c'est certain. Il faut bien sûr de l'engagement. Mais je crois que les gens sont informés sur la géopolitique, sur le statut stratégique. S'ils sont engagés, ils peuvent servir la cause de manière bien plus efficace. Et il y a un grand manque d'efficacité dans ce que font les musulmans aujourd'hui, malheureusement. Je pense que c'est aussi ça. L'idée principale de Malik Ben Nabi dans ses livres, c'est ce manque d'efficacité. L'efficacité, comme il l'appelait en français. C'est l'un des principaux mots de cette même culture aujourd'hui. Je pense que la géopolitique nous rend simplement réalistes et nous pouvons avoir des plans concrets, nous pouvons faire de la politique au sens pratique, pas sous forme de slogans ou d'abstraction. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et en parlant de géopolitique, je pense aussi qu'il faut comprendre la géopolitique du monde islamique, quel genre de potentiel nous avons. Pourquoi le monde islamique est-il aussi divisé aujourd'hui, par exemple, alors que nous avons tous ce potentiel? Est-ce à cause de multiples identités et de la diversité? Non, je pense pas. Dans l'Union européenne compte 24 langues officielles. L'Union européenne, par exemple. Et il y a de nombreuses ethnies en Europe, mais aujourd'hui, ils sont comme un seul pays fédéral. Si on regarde le monde occidental en général, avec l'OTAN, avec les frontières ouvertes, avec cette marche commune, du moins avant que Trump n'apporte ses nouvelles idées. Oui, moi. Je veux dire, au moins ces 70 dernières années, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident a été un bloc très efficace, malgré d'immenses distances géographiques, d'énormes différences ethniques et culturelles. Mais ils ont réussi à travailler ensemble. Je veux dire, vous savez, je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont pessimistes quant à la réalité du monde islamique aujourd'hui et qui disent « Oh, il y a trop de gens, trop de langues, c'est trop éloigné. » Comment pourrais-je être uni avec la Malaisie, par exemple, ou avec le Bangladesh ou le Sénégal? C'est loin, c'est trop différent. C'est pareil dans le monde occidental, vous savez. Par exemple, quelle est la distance entre l'Australie et le Royaume-Uni? C'est 15 000 kilomètres. Mais ils font tous les deux partie du monde occidental. Donc, je pense qu'il nous faut aussi développer un sens pratique de la manière d'atteindre l'unité islamique. Au fait, Bâle a évoqué 2 principes à ce sujet. Il n'écrivait pas toujours de la poésie, il faisait aussi de la politique. Il a parlé de la nécessité d'une Ligue des Nations islamiques. Et cela faisait partie de ses théories. Et il a aussi écrit dans l'une de ses lettres, il a évoqué la nécessité d'un Commonwealth islamique. Il a parlé de ces 2 concepts, la Ligue des Nations islamiques et le Commonwealth islamique. Ça veut dire c'était un homme de son temps. Au moins, il réfléchissait à la façon dont les autres parviennent à une certaine forme d'unité et pourquoi nous ne le faisons pas. Je pense nous avons besoin d'un changement profond de notre culture politique. Et le premier et le plus important, je crois, est de mieux connaître la situation géopolitique et stratégique pour être pragmatique. merci beaucoup. Jazakallah khair, professeur Draye. Mohamed Mokhtar Al-Shinkiti. Remercier. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et ça a vraiment été, je pense, une interview formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Vous êtes maintenant arrivé au terme de cette émission et le fait que vous soyez resté jusqu'à la toute fin me prouve que vous croyez vraiment en notre travail. Veuillez envisager de faire un don ponctuel ou de devenir membre en visitant thinkingmuslim.com/adhésion. Désormais, vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses ainsi que la possibilité de poser des questions à nos invités et de participer à des appels mensuels avec moi-même, mon équipe et nos invités comme Sami Hamdi. Zakallah khair et gardez-nous dans vos douars.